Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. On débute avec un petit retour sur cette action contre la vie chère au Leclerc de Bas-du-Fort à Gouzier. Les manifestants ont tenu une nouvelle fois à sensibiliser sur le niveau trop élevé des prix ici en Guadeloupe. Regardez. J'ai fait le déplacement depuis Cap-Esther parce que je suis d'accord avec cette réalité, c'est cher. Maintenant, même si je ne vais pas dans ces enseignes, je n'y vais pas, c'est pas là que je fais mes courses, mais je suis quand même là parce que la population a décidé de faire quelque chose. Voilà, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été logique et évident pour moi, donc je suis là aujourd'hui. Il faut qu'ils alignent leur prix au prix de l'Hexagone et qu'ils revoient leur marge commerciale, parce que c'est dans la marge commerciale qu'il y a le problème. C'est la rentrée scolaire, on demande des packs de feuilles pour les enfants, 10 sur un pack de feuilles, il n'y aura pas de feuilles à la rentrée. Voilà. On se fout vraiment de nous. Honnêtement, les dirigeants de la grande distribution, ils nous prennent pour des imbéciles quand ils nous font croire que tout le monde fait du profit sauf eux. Alors nous, on exige la levée du secret des affaires et du secret bancaire, qu'ils disent leur marge. Pourquoi ils disent pas leur marge? C'est cher, ça représente une belle part pour les courses et puis voilà. Sur le salaire. On peut faire quelque chose petit à petit. J'espère que tout le monde se rassemblera pour anticiper parce que pour moi, c'est une belle chose. On n'a qu'à continuer comme ça en fait. Ceux qui ont compris ça, on continue dans cette direction-là et on fait ce qu'on a à faire. Voilà. Ceux avec qui ça résonne à l'extérieur, qui sont pas encore motivés, qui n'y pensent pas, qui sont pas encore, qui se sentent pas, à force de voir, je pense que ça finira par matcher. Ils viendront aussi et puis les choses auront plus d'impact. Et vendredi dernier, je vous parlais d'un rapport de l'Inspection générale des finances qui a sorti un rapport sur la régulation du prix des carburants dans les départements français d'Amérique. Un rapport qui étrit littéralement la SARA. Et à cet effet, nous recevons ce soir justement par liaison téléphonique Nicolas Schwartz, directeur administratif et financier de la SARA. Bonsoir Monsieur Schwartz. Bonsoir. Alors, ce fameux rapport, effectivement, de l'Inspection générale des finances ne manque pas de pointer du doigt certains manquements de votre part. On va commencer avec votre réaction. C'est un rapport qui était très attendu, visiblement, par les politiques, dont Jean-Victor Castor, par exemple, mais visiblement qui vous a surpris. Oui, effectivement, le ton de ce rapport nous a surpris. Je voudrais un petit peu rappeler le contexte dans lequel il a été élaboré. Nous avons reçu début 2022 des auditeurs de l'IGF qui sont venus faire cette mission sur le prix des carburants. Donc ce n'est pas une mission spécifiquement sur la SARA, mais vraiment sur l'intégralité de la chaîne sur nos territoires. Ils sont venus faire cet audit localement et puis on n'en a plus du tout entendu parler. Donc on s'interroge sur le timing de diffusion de ce rapport. Et on s'interroge surtout sur la façon dont ce rapport a été écrit et diffusé, sans que nous ayons pu discuter de la moindre des hypothèses qui est reprise dans ce rapport. Et donc c'est pour cette raison que nous sommes assez consternés par la teneur de ce rapport, qui concerne la SARA en grande partie et qui comprend beaucoup d'erreurs. Et notamment sur certaines affirmations qui ne sont absolument pas étayées, sur lesquelles nous n'avons pas les hypothèses de calcul, nous n'avons pas les sources et sur lesquelles nous sommes en désaccord. Sur quel point précisément Le point principal qui est mis en avant et qui indique que ce serait l'activité de raffinage de la SARA qui serait principalement la raison pour laquelle les prix seraient plus chers dans nos territoires. Je voudrais déjà rappeler que cette affirmation qui consiste à dire que les prix des carburants dans les territoires antillais et guyanais sont supérieurs à l'Hexagone est fausse. Et je pense que vos téléspectateurs le savent et s'en rendent compte quand ils vont faire
des déplacements pour des raisons de voyage personnel dans l'Hexagone, ils se rendent bien compte que les prix à la pompe sont généralement plus chers sur nos territoires. Donc c'est quelque chose qui pouvait être évident il y a encore quelques années, mais on est plus sur une tendance à l'alignement, même si effectivement en France hexagonale, il y a des zones où les prix restent quand même sensiblement supérieurs. Alors après, on se compare par rapport à des moyennes. Vous savez bien que dans l'Hexagone, les prix peuvent être très différents en fonction des villes, si vous prenez sur l'autoroute ou ailleurs. Mais si on prend sur les chiffres moyens qui sont publiés par l'UFIP, les prix sur nos territoires sont sur longue période largement inférieurs à ce que l'on peut observer dans l'Hexagone. Donc déjà, cette assumption de base est fausse. Ensuite, ce surcoût de 14 centimes, il est juste annoncé comme ça dans le rapport, sans aucun détail sur la base de calcul. Donc nous ne savons absolument pas les hypothèses de calcul que l'IGF a repris pour en arriver à cette conclusion, et nous ne partageons absolument pas cette conclusion. Il est évident, et nous n'allons pas nous cacher, il est évident que produire localement, ça a un coût. Et on a toujours reconnu que le fait d'avoir une raffinerie aux Antilles Guyane avait un coût certain, et je pense qu'il n'y a aucun industriel sérieux en Guadeloupe qui va vous dire que produire en Guadeloupe, c'est moins cher que de produire dans l'Hexagone. Simplement, ce surcoût, s'il existe, il est de quelques centimes, et certainement pas de 14 centimes par litre. Oui, justement, mais il se base aussi sur cet argumentaire, sur l'étroitesse du marché, pour justifier justement une certaine augmentation des prix, on va dire ça comme ça, mais qui n'explique pas tout, selon eux. Alors, la taille du marché n'explique pas tout, et concrètement, ils pointent plutôt du doigt l'activité de raffinage, qui serait trop coûteuse pour l'usine. Alors, je ne sais pas à quelle augmentation des prix vous faites référence. Je rappelle que les prix ne sont pas fixés par SARA, ils sont fixés tous les mois par les différentes préfectures des 3 territoires. Et je voudrais également rappeler une réalité, c'est que si aujourd'hui vous allez faire un plein de super sans-plomb en Guadeloupe, vous allez payer 1,84 € à la pompe. Sur ces 1,84 €, le coût de sortie SARA, il est de 98 centimes. C'est-à-dire que nous, SARA, nous vendons le litre de super sans-plomb à 98 centimes. Donc entre les 98 centimes de prix de sortie raffinerie et le 1,84 € payé par le consommateur à la pompe, vous avez un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent. Vous avez les taxes qui sont touchées par les collectivités, qui sont de 57 centimes. Vous avez les coûts de distribution, qui sont de 22 centimes. Et vous avez les fameux C2E, ces certificats d'économie d'énergie, qui sont d'environ 6 centimes. Et ces certificats d'économie d'énergie sont pour nous l'une des clés pour réduire rapidement le prix des carburants aux Antilles-Guyane, puisqu'il s'agit d'une contribution des consommateurs antilo-guyanais à des dépenses qui ne sont pas réalisées sur nos territoires. Donc le consommateur paye 6 centimes par litre pour financer des travaux de rénovation énergétique dans l'Hexagone. Donc nous ouvrons le débat, et nous l'avons fait de manière très transparente dans notre communiqué de presse. On est bien sur de la rénovation énergétique, pour ce dont vous parlez, pour ces 6 centimes, parce qu'effectivement dans le rapport, ils ont fait ressortir le fait que les consommateurs justement devaient supporter la taxe au titre du coût de raffinage et de logistique. Donc ce sont 2 postes différents. Alors au niveau des taxes, vous avez les taxes sont vraiment perçues uniquement par les collectivités. Il n'y a pas de taxe qui est perçue par l'État. Donc les 57 centimes de taxes sont perçus par les collectivités. Ce dont je parle, les certificats d'économie d'énergie, les 6 centimes qui sont perçus à ce titre, financent des travaux de rénovation énergétique dans l'Hexagone. C'est-à-dire que dans l'Hexagone, quand vous engagez des travaux pour améliorer vos installations dans votre domicile, ce qu'on appelle les passoires thermiques, donc pour lutter contre les passoires thermiques, vous avez le droit à des subventions, à des aides, et ce qui finance ces subventions, ce sont ces fameuses C2E. Donc nous voulons ouvrir le débat en disant, est-ce que le consommateur antilo-guyanais doit contribuer au financement de ces C2E qui ne sont pas perçus sur nos territoires?
Et ça, c'est un élément concret, rapide, c'est-à-dire que demain, on peut baisser de 6 centimes le litre de carburant. Mais pour ceux qu'ils ont pointé du doigt, c'est-à-dire ce coût de raffinage et de logistique, est-ce qu'il est supporté par effectivement le consommateur ? Tous les coûts qui sont portés par la SARA, donc les coûts de raffinage, les coûts de stockage et les coûts de logistique, sont effectivement dans le prix payé par le consommateur. Mais pour en revenir au découpage de prix que je mentionnais tout à l'heure, sur les 1,84 € payés aujourd'hui à la pompe, les coûts de raffinage, de stockage et de logistique de SARA représentent 23 centimes. 23 centimes, d'accord. Donc j'invite vos téléspectateurs à se connecter sur les réseaux sociaux de SARA. Nous publions tous les mois des infographies qui détaillent pour chaque produit et pour chaque territoire la composition des prix. Donc nous sommes complètement transparents là-dessus. Et donc les chiffres que je vous indique peuvent être consultés et vérifiés par vos téléspectateurs. Et donc ces coûts de raffinage, de stockage et de logistique représentent 23 centimes sur les 1,84 € aujourd'hui payés à la pompe. Très bien. Alors, un autre point a été soulevé, vous l'avez soulevé aussi par ailleurs dans votre communiqué, à savoir la masse salariale, effectivement, que représente l'activité ici en Guadeloupe. On nous a beaucoup expliqué que ça justifiait aussi une partie du prix, mais le rapport dit que toutefois le système apparaît aujourd'hui largement décorrélé des coûts réels, ceux des détaillants n'étant plus communiqués aux préfectures et ceux des grossistes étant fondus dans d'autres activités. Ça, c'est un autre point qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir suffisamment de transparence et de clarté au niveau de vos diverses activités. Alors, là, vous faites référence aux coûts de distribution. Donc, les détaillants et les grossistes n'ont rien à voir avec SARA. Donc, moi, je ne peux pas répondre pour les marges et les coûts qui sont engagés par les distributeurs et les grossistes. Les seuls coûts sur lesquels moi je peux me prononcer, ce sont les coûts de sortie SARA. Donc effectivement, après le coût de sortie SARA, s'ajoute 22 centimes par litre pour les coûts engendrés par les grossistes et les distributeurs et pour leur marge. Il est évident que c'est à eux de se prononcer et de fournir les éléments aux préfectures pour que la préfecture puisse juger du niveau de leur marge, mais c'est absolument pas à SARA de se prononcer sur ce sujet-là. Très bien. Et donc votre positionnement aussi sur l'arrêt de l'activité raffinage. Il est vrai que s'il n'y a plus de raffinage, il y a moyen de récupérer sur les 23 centimes. Alors, pour nous, l'activité raffinage, elle est essentielle au modèle économique de la SARA. Elle est essentielle pour nos territoires, puisqu'elle assure la sécurité énergétique de nos territoires. Si demain vous avez une guerre, si demain vous avez un cyclone et qu'il y a une disruption dans la chaîne mondiale d'approvisionnement, nous, SARA, nous pouvons produire localement et nous avons les stocks localement pour pouvoir continuer à fournir en qualité et en quantité les carburants pour les marchés. Donc cette sécurité, elle est pour nous, et cette autonomie énergétique, elle est pour nous essentielle. Ensuite, l'activité de raffinage, ce qui nous gêne également dans le rapport, c'est qu'elle peut être utilisée dans le futur pour produire des biocarburants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous raffinons du brut, mais demain, nous pouvons tout à fait raffiner autre chose et produire des biocarburants. Donc plutôt que de se poser la question en essayant d'appauvrir nos territoires, en voulant mettre plus de 200 familles dans la misère en supprimant des emplois, nous, ce que nous préconisons, c'est plutôt de penser à l'avenir et de voir comment nous pouvons utiliser cet outil industriel, comment nous pouvons utiliser les compétences que nous avons localement. Nous avons la chance d'avoir des ingénieurs, des techniciens hautement qualifiés sur nos territoires. Comment nous pouvons utiliser ça pour transformer nos activités et pour pouvoir continuer dans l'avenir à produire des énergies nouvelles qui aident à la décarbonation de nos territoires. Donc si vous voulez, nous c'est ça qui nous intéresse, c'est nous projeter dans l'avenir plutôt que d'écouter un rapport qui a été fait par des technocrates parisiens qui ne connaissent absolument rien à nos réalités locales et qui nous annonce un chiffre dont on ne sait d'où il sort pour mieux justifier la fermeture de la raffinerie.
Au-delà de la fermeture de la raffinerie, une deuxième option est proposée, à savoir la moderniser. Donc, est-ce que vous envisagez, vous parlez de diversifier justement les activités, donc est-ce que vous envisagez une modernisation de la raffinerie de manière à ce qu'elle puisse prendre en charge d'autres carburants, enfin des carburants qui seraient hors Union européenne et qui permettraient donc de s'approvisionner sur des marchés plus proches de la Guadeloupe? Alors, vous faites référence à la qualité du brut qui est traité par la raffinerie. Oui. Effectivement, aujourd'hui, nous traitons essentiellement des bruts qui proviennent des États-Unis et de Norvège. Pour une raison simple, c'est que ce sont des bruts qui sont plus légers et qui nous permettent effectivement de sortir des carburants aux normes européennes et avec des taux de soufre faibles qui sont exigés par les normes européennes. Prendre des bruts plus lourds, et notamment les bruts d'Amérique centrale, nécessiterait des travaux lourds au niveau de la raffinerie, qui ne sont pas aujourd'hui envisagés, puisqu'il n'y aurait pas d'avantage économique à engager ces travaux. Je voudrais juste quand même préciser une chose importante. L'origine des produits a en réalité peu d'importance, puisque le coût du transport est relativement faible par rapport au coût de la matière. Quand nous achetons un bateau de brut, le prix du transport représente moins de 4% du montant total de la facture que nous payons. Donc le fait d'acheter aux États-Unis, en Norvège ou le fait d'aller au Venezuela n'aurait que très peu d'impact sur le coût, et l'impact serait tellement faible qu'il ne serait pas visible à la pompe, puisque ce serait un impact qui serait plusieurs chiffres après la virgule. Donc il faut vraiment que, je pense, on arrête avec cette notion de brut. Nous utilisons des bruts, encore une fois, américains et norvégiens pour leur qualité et pour pouvoir sortir les meilleurs produits au meilleur prix. Alors, votre avis peut-être un peu personnel sur le rapport en question. Vous vous interrogiez sur le timing. Pour vous, ce serait une opération purement politique? Écoutez, on peut quand même s'interroger sur le timing. C'est un rapport qui a été fait début 2022. Sur des données de 2020 et de 2021, vous savez très bien comme moi que c'était une période très particulière, puisqu'on était impacté par le Covid. Et en plus, nous avons réalisé un arrêt de maintenance majeur. La raffinerie n'a pas fonctionné pendant plusieurs semaines, puisque nous avons fait des investissements à cette période importants pour notamment remplacer les fours de la raffinerie. Donc on a un rapport qui a été fait sur une période très particulière et qui pendant 2 ans est resté dans les tiroirs du ministère à Bercy. Donc effectivement, on se pose un petit peu la question et l'intérêt de sortir un rapport qui aujourd'hui est daté, avec des auditeurs qui ont quitté leur poste et qui ne sont plus disponibles pour répondre aux questions et pour nous expliquer d'où proviennent leurs hypothèses de calcul. Donc je ne sais pas si c'est de la déstabilisation. En tout cas, effectivement, nous posons des questions sur l'intérêt aujourd'hui de sortir un rapport qui est complètement daté et complètement à côté des réalités que nous vivons aujourd'hui. À l'heure où effectivement on a de nouvelles mobilisations contre la vie chère, on a quand même ce prix du carburant qui est relativement élevé, c'est aussi l'occasion de pointer, on l'a bien vu, les situations de monopole dont vous êtes bénéficiaire également. Alors le monopole dont vous faites référence est un monopole de fait. Alors je ne voudrais pas être trop technique, mais si un autre intervenant voulait venir sur le marché, il aurait tout à fait la liberté de le faire. Nous sommes en monopole. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que toutes les grandes majors pétrolières ont quitté nos territoires et ont quitté de manière plus large la Caraïbe. Total était actionnaire de Sara jusqu'en 2015. Total a fait le choix et a décidé de vendre ses participations et de quitter nos territoires. Donc si on faisait des marges exceptionnelles et si Sara était si rentable que ça, vous pensez bien que tous les majors qui étaient actionnaires de Sara dans les années 80, 90 et début des années 2000, toutes ces majors seraient toujours là.
Donc elles ont toutes décidé de partir les unes après les autres et Total a été la dernière à partir en 2015. C'est bien pour une raison, et cette raison, c'est que la rentabilité de Sara, au vu de la rentabilité d'autres opérations ailleurs dans le monde, est bien plus faible. Alors on commence effectivement à voir une stabilisation des prix des produits pétroliers à la pompe. On est plutôt dans les 1,70 €, 1,80 €, voire un peu plus en général. Y a-t-il effectivement une chance qu'on revienne à des niveaux d'avant 2020 où effectivement le prix du carburant, notamment en Europe, dans les pays français, dont nous, est-ce que ce prix va rester aussi élevé, voire peut-être augmenter au fil des mois, voire des années? Écoutez, c'est extrêmement difficile à dire. On est dans un monde qui est très instable. On a une guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Nous sommes dépendants également de la politique des pays membres de l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole. Donc aujourd'hui, nous avons plutôt la chance d'avoir un brut qui est à un cours qui est en diminution. Donc là, nous avons un cours inférieur à 75 $ par baril, ce qui devrait d'ailleurs entraîner une baisse du prix à la pompe pour le mois d'octobre, puisque vous savez que les prix sont fixés pour le mois en fonction des moyennes de cotation du mois précédent. Ce sont les cotations internationales du mois de septembre qui vont déterminer le prix du mois d'octobre. Donc globalement, aujourd'hui, le prix en octobre devrait baisser. Après, est-ce que ça va être maintenu sur une longue période? C'est extrêmement difficile à dire. On est dans un monde qui est très instable et je ne m'engagerai pas à faire des prévisions. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Nicolas Schwartz, je le rappelle, directeur administratif et financier de la Sara. Je vous en prie. Merci encore. Au revoir. Et maintenant, on fait la rentrée du syndicat UNSA Éducation, pour une rentrée assez singulière puisque sans gouvernement. Et si un nouveau Premier ministre a bien été nommé, celui de l'éducation n'est pas encore en place, ce qui n'est pas de matière à rassurer. C'est sans compter les coupes budgétaires avec un État surendetté. Regardez. C'est important pour nous de rassembler chaque rentrée parce que ça nous permet de prendre le pouls un petit peu de la situation, mais particulièrement cette année puisque, comme vous le savez bien, nous n'avons toujours pas le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons effectivement un Premier ministre qui a été nommé il y a 2 jours, mais pour cela, nous avons besoin de savoir exactement dans quelle situation nous sommes aujourd'hui et comment organiser nos rencontres, nos revendications pour les jours et les mois à venir. Nous vivons un moment inédit. Nous faisons une rentrée où il n'y a pas de gouvernement, le gouvernement est démissionnaire, on vient de nommer un Premier ministre, donc on ne sait pas. Donc on a appliqué certaines lois qui ont été votées l'année dernière. Mais c'est vrai que... on sait que ce sera difficile parce que les moyens vont manquer. Financièrement, on nous demande de nous serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, ça veut dire qu'il n'y aura pas de moyens, qu'il n'y aura pas d'embauche non plus. Et même les moyens nécessaires pour effectuer notre travail, ce sera réduit. Et quand on vous demande de faire plus avec moins, comprenez, c'est pas évident pour nous. On peut dire bravo à tout le personnel qui a fait en sorte quand même que cette rentrée puisse se tenir, compte tenu des conditions, je dirais, géopolitiques. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça ne veut pas dire pour autant que tout est rose, puisqu'il y a quand même des établissements, il y a encore des postes à pouvoir. Mais ça, de toute manière, au fur et à mesure, nous allons faire le point avec l'ensemble des secrétaires généraux et voir un petit peu comment est-ce que nous allons pallier à tout cela. Il y a une surcharge de travail parce que depuis quelques années, le gouvernement a décidé de ne pas remplacer ceux qui partent à la retraite. Et bien souvent, vous vous trouvez à faire le travail de 2-3 personnes avec des tâches en plus. Donc, nous ne nous en sortons plus. Donc, nous ne savons pas comment les choses vont s'améliorer, mais je pense que, et si vous voulez, le ministère l'a bien vu. Maintenant, on a mis l'accent sur les conditions, la qualité de vie au travail. On en parle de plus en plus, chose qu'on n'en avait pas avant. Maintenant, tout le temps, on parle de la qualité et hygiène de vie au travail. Donc, c'est pas pour rien. Un reportage de Vianney Valverde. Et on part maintenant pour la rentrée de la crèche municipale de Basse-Terre. Après 2 ans de travaux, c'est un tout nouvel espace qui est mis à disposition de la communauté. Un établissement mieux équipé qui offre de bonnes conditions de travail et d'accueil à la fois pour les salariés et les 65 tout petits bouts de choux qui vont l'intégrer. Regardez.
La rentrée s'est bien passée. On fait des adaptations depuis le début du mois de septembre. Les adaptations se font de manière échelonnée. Donc ils arrivent sur plusieurs jours, plusieurs heures. Et ça leur permet de prendre connaissance du lieu et de s'adapter avec les professionnels. Je suis très contente puisque mon aînée a fait sa dernière année de crèche juste avant la fermeture pour travaux. Donc là, j'ai amené ma cadette cette année pour la réouverture. Donc je suis très contente et je vois la modification pour le bien-être des enfants, du personnel. Et on a eu un accueil très chaleureux. C'était parfait. Ça s'est bien passé, elle a été bien accueillie et franchement, moi, je suis content d'être là. Ils s'adaptent bien. Elles ont su comment dirais-je, l'accueillir, le mettre en confiance comme si c'était leur enfant. Les parents sont ravis, il y a tout ce qu'il faut, il y a des sections, un espace pour chaque section, la section des bébés, la section des bébés moyens, la section des moyens et la section des grands. Chaque section a son dortoir, chaque section a son accueil. Et les parents sont ravis puisque les enfants sont accueillis dans de très bonnes conditions, le personnel aussi. Je salue l'ensemble des partenaires, que ce soit les services de la ville de Basse-Terre, que ce soit l'architecte, que ce soit les entreprises. 2 ans de travail, de travaux, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais le résultat méritait l'effort qui a été réalisé. On a une très belle crèche qui s'appelle la crèche de Basse-Terre, qui peut accueillir jusqu'à 65 enfants. Et c'est vrai que travailler dans de bonnes conditions, c'est important pour le personnel. Et bien sûr, pour l'accueil de nos petits, comme j'ai tendance à le dire, les petits d'aujourd'hui, c'est la Guadeloupe de demain. Nous avons sur la partie petite enfance et école, cette année, en investissement, réalisé 1 200 000 € de travaux dans nos écoles, dans nos crèches, parce que la petite enfance est une de nos priorités. La fanzone de Morne-à-l'Eau, c'est terminé. Installé à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, cet espace de projection des épreuves proposait également des découvertes de disciplines sportives. Regardez. Nous sommes là dans le cadre de la fanzone, donc la 4e journée que nous organisons dans le cadre justement de cette fanzone. On met en place des écrans géants pour pouvoir permettre une retransmission en direct avec des animations autour qui permettent à tout un chacun de pouvoir avoir un lieu de vie sur lequel ils peuvent pratiquer, faire des animations, s'adonner à des pratiques sportives ou culturelles. Voilà. Donc c'est un peu une zone de célébration en fait. Aujourd'hui, c'est la dernière séquence, c'est le début des classes, fin des vacances, sur la place de la Victoire encore. C'est s'agissant les Jeux paralympiques. Donc vous avez vu tout à l'heure, là, il y a eu une présentation de quelques disciplines, le handball en particulier pour les jeunes, pour les enfants, et puis avec des jeunes aussi en situation de handicap. Le 7 septembre, c'est déjà la rentrée des classes, mais aussi la rentrée associative. Donc nous avons proposé aux associations sportives, mais aussi culturelles, de venir présenter ce qu'ils font. Et en invité d'honneur, nous avons aujourd'hui une association ESAT qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Donc nous voulions leur donner une place d'honneur à ce village. L'idée, c'est totalement ça, que les associations sportives et culturelles de la ville de Morne-à-l'Eau puissent absorber de potentiels membres et puis du coup permettre à des jeunes et moins jeunes d'ailleurs de pouvoir s'adonner à une pratique d'activité sportive ou culturelle et pour les associations effectivement de gonfler leur effectif et puis de leur permettre de pouvoir pratiquer en sécurité sous licence. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunes surtout, qui ont pris en main ces manifestations et cela va se terminer par la fête avec Jean-Marc Ferdinand, Chris, enfin vous savez ce qu'attend ce beau monde. Et puis ce sera la fin de la fanzone. Et ce sera peut-être à l'année prochaine, peut-être pas pour les Jeux Olympiques, mais nous sommes donnés rendez-vous ici, à la même époque, pendant les grandes vacances, pour commencer à animer sur le plan sportif. Et on souhaite maintenant un très joyeux anniversaire à Clotilde Beuve qui a fêté ses 106 ans. Cette modiste et marchande de Capesterre-Belle-Eau a une vie en tout cas bien remplie. Elle continue auprès de ses proches. Regardez. Ça m'inspire pour ma mère beaucoup de grâce et beaucoup de paix et d'amour.
parce que elle a failli mourir plusieurs fois, mais elle est là, hein. Elle est costaud. Hein. Le lendemain, elle est vivante. Hein. Je vous le jure. J'ai jamais vu une dame aussi costaud. 106 ans, un bel âge, et c'était vraiment un honneur de pouvoir partager ce moment avec Madame Beuve ainsi que l'ensemble de sa famille, venue avec le conseil municipal, les membres du CECAS, lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais surtout comprendre aussi le secret de cette famille, puisque la sœur de Madame Beuve, qui habite à 50 mètres de là, qui elle va fêter cette année ses 103 ans, ça nous inspire, ça nous invite aussi à réfléchir peut-être à quels sont les petits ingrédients de cette recette qui leur permettent de pouvoir vivre aussi longtemps, mais surtout en bonne santé. Et c'est en cela qu'aujourd'hui on est très heureux de pouvoir discuter avec Madame Beuve et surtout voir ce beau sourire. Au début, elle était mariée, elle m'a dit qu'elle était modiste. Elle faisait des costumes d'hommes, hein. Et elle faisait aussi des vêtements pour tout le monde, hein, monsieur et madame. Et après, comme elle a eu beaucoup d'enfants, et donc elle ne pouvait plus coudre, et donc elle vendait sur les marchés, elle ramassait, tu sais, du manioc pour faire, pour faire de la farine. Elle a fait aussi des gâteaux qu'elle vendait sur les plages. Elle vendait des pistaches, des gâteaux. Oh, ma mère, elle est costaud. Hein. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.